Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, pour décrypter la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, je reçois pour vous David Kofi-Aza, qui est acteur politique, militant du parti politique Moël Bénin, entendez, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Il est président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. David Kofi-Aza, bonjour. Bonjour. Avec lui, nous essaierons de décrypter les grands faits et les grands événements qui ont eu à marquer la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. David Kofi-Aza, dites-nous de façon générale, pour entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce dimanche matin, quels sont les temps forts de cette célébration selon vous? Déjà en amont, en prélude de la célébration, l'inauguration de ces grands monuments pour donner beaucoup plus de visibilité, surtout en matière d'icônes au niveau de notre nation, ça a été un grand fait marquant. Et l'autre chose, le rassemblement même. Nous avons compris et on a constaté que toutes les tendances politiques étaient représentées, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, tout le monde y était. Et c'est comme une fête de la maison qu'on a célébrée et tous les enfants de la maison ont participé, y compris les anciens chefs d'État, malgré les malgrés, étaient présents. Nous avons vu que l'union, tant voulue pour notre patrie, commence par se mettre en place peu à peu. Ça commence par se mettre en place peu à peu. Alors, lorsque nous partons du 30 juillet, le président Patrice Talon a inauguré 3 places publiques. Nous avons la place de Biorguera, la statue de l'Amazone et puis le monument au dévoué. Déjà au niveau de la place de Biorguera, est-ce que l'érection de cette statue-là, selon vous, vous paraît appropriée? Est-ce que tout le cérémonial autour vous convient? Déjà, le fait de penser à ce jeune prince, je dis d'abord jeune prince parce qu'il s'est fait connaître d'abord très jeune. Et très jeune a démontré sa capacité à non seulement repousser l'envahisseur, mais aussi, c'est un nationaliste. Il a montré sa capacité à pouvoir diriger son royaume. Malheureusement, il n'a jamais été roi, mais c'est un prince qui a beaucoup fait pour le Septentrion. Et il faut dire que la résistance que nous avons connue après Béhanzin, c'est lui. Et si ce n'est pas le fait qu'il soit trahi par les siens, comme Béhanzin aussi par les siens, je crois qu'on aurait pu mettre un thème à l'envahisseur. Donc, je crois que ce n'est que justice rendue, qu'il soit descendu ici. C'est vrai qu'on a prévu ou quelque chose avait été fait pour lui dans le nord, mais qu'il soit descendu au niveau de notre capitale économique et qu'à l'entrée même de notre pays, à la porte de notre pays, qu'on retrouve ce symbole de résistance d'abord béninoise, mais aussi africaine. C'est un signal fort. Je pense qu'au-delà de l'aspect de visibilité que ça donne à notre pays, c'est un signal fort que le gouvernement de Patrice Talon veut lancer à l'envahisseur pour dire d'une manière ou d'une autre, plus rien ne sera comme avant. Nous sommes désormais enracinés dans nos traditions, dans notre culture, et que l'envahisseur n'a plus de place aujourd'hui. Alors, selon vous, est-ce que cette statue a sa place à Cotonou? Ça a sa place à Cotonou. Parce qu'il faudrait que ceux d'ici, nos jeunes d'ici, les jeunes politiciens et nos élèves, nos écoles, nos étudiants doivent s'approprier de cette histoire-là et doivent comprendre, doivent savoir exactement ce qui s'est réellement passé. Mais depuis que cette statue a été érigée, je crois que beaucoup de gens, ceux qui ne savaient pas, ceux qui ne connaissaient pas celui qu'on appelait Biorguera, ce prince appelé Biorguera, aujourd'hui, beaucoup commencent par se poser des questions, commencent à faire des recherches sur la période de résistance qu'il a eu à mener contre la colonisation. Je crois que le résultat est déjà là. Le résultat est déjà là. Alors, lorsque nous laissons la place de Biorguera, nous allons par exemple à la statue de l'Amazone. Est-ce que pour vous, l'œuvre est belle? Est-ce que pour vous, l'œuvre incarne véritablement nos Amazones? La beauté de l'œuvre, je crois que ce n'est plus à dire. Mais le symbolisme que cela revêt aujourd'hui, vous savez que nous avons depuis plus de 20 ans crié cette histoire-là et je pense que le président Talon est effectivement à l'écoute de la nation. Ce n'est que justice rendue par le gouvernement et par le président de la République parce que vous savez que cette femme-là, d'abord le précurseur
de ce régiment des femmes appelé Minon. Le nom original même, c'est Minon. Et ce n'est que plus tard, au temps du roi Guézo, que c'est devenu Agodje. Donc, Minon, c'est le nom original que Tassi Rangbe, celle qui a mis en place ce régiment-là. Parce que ça a une histoire. Les Amazones dont on parle aujourd'hui ont une histoire. C'est parce que le roi Akaba a été fauché au combat, à Lissézou précisément, et qu'il fallait maintenir en quelque sorte la psychologie de la troupe. Donc, on est allé chercher sa sœur jumelle, qui est à Sirangbe, qu'on a déguisée en un homme au roi Akaba, parce que la troupe ne savait pas que le roi était déjà décédé. Donc, on a caché la mort du roi. On est allé chercher sa sœur jumelle, qu'on a ramenée, qu'on a déguisée, et heureusement, qui a mené la guerre et qui a gagné. Mais au retour, on ne peut plus lui dire, donne-nous les attributs du roi. Donc, on a été obligé de la confirmer. C'était en 1708 et elle est restée de 1708 à 1711. Mais elle a réalisé, je vous dis, elle a réalisé plus que tous les rois réunis en matière de gestion politique. Les grands marchés que nous avons aujourd'hui, ce sont ses œuvres, mais qu'on a rebaptisées au nom d'autres rois. C'est elle qui a fait le premier recensement national de la population à l'époque. C'est elle qui a fait le découpage territorial à l'époque. C'est elle qui a repoussé les frontières de la dynastie jusqu'à la mer et jusqu'à Tchéti, après Savalou. Donc, elle a fait beaucoup de choses, mais on ne sait pas. C'est elle qui a mis en place, en son temps, pendant les 3 ans là, la première armée féminine au monde. C'est elle qui a fait porter le pantalon pour la femme pour la première fois au monde. C'est elle qui elle a fait trop de choses, mais lors de la création du conseil d'administration de la famille royale d'Aboumé, Kafra, on l'a sortie du lot. Parce qu'elle avait juste abdiqué. Elle a abdiqué parce que l'intrigue politique a fait qu'on a assassiné son fils unique. Elle n'a pas pu supporter ça, le fait que son fils unique soit assassiné, et elle a abdiqué. Donc, à cause de ça, on l'a sorti, on a annexé même son règne au règne de Dosso Agaya, qui est son petit frère. Donc, ce n'est que justice rendue en dehors de Est-ce que vous aurez voulu qu'on baptise cette statue Tassi Rangbe? J'aurais bien voulu qu'on baptise ça soit Tassi Rangbe ou alors Agodje ou alors Minon. Mais Amazon, c'est venu plus tard. C'est venu plus tard et puis ça ne reflète pas réellement la réalité. Parce qu'il ne faudrait pas... si on maintient seulement Amazon, on va penser que c'est seulement les femmes guerrières. Or, Tassi Rangbe a mis en place 3 régiments. Il y a les guerrières, il y a les services secrets qu'on appelait Agbadjigbeto. Donc, elle a mis en place des services secrets dont la plus influente était Naye Guézé. Naye Guézé qui est une fille de Dosso Agaya. Et c'est elle qui a mené les investigations, mais également elle qui a conduit les informations contre Khoufon à sa vie. Et elle a même fait 2 enfants au roi, alors qu'elle est chargée de l'exécuter. Donc, et après ce régiment-là, il y a également les matrones, les sages-femmes accoucheuses d'hier. Donc, c'était les 3 que Tassi Rangbe avait mis en place. Mais on ne parle seulement que des guerrières. Donc, à côté des guerrières, il y a les sages-femmes. Et après les sages-femmes, il y a les agents secrets appelés Agbadjigbeto. Et ces 3 régiments étaient appelés les Minons. Donc, soit on retourne au nom originel pour que la réelle histoire sorte pour nos enfants, ou alors on retourne au second nom que le roi Guézo a donné, puisque après la chute de Tassi Rangbe, ces régiments ont été négligés pendant un bon moment, et à l'avenue du roi Guézo les a réhabilités, les 3 compartiments, et il les a baptisés Agorodji, c'est-à-dire que ceux qui feront, ou celles qui feront, que rien ne va m'arriver. Au fait, donc, ce sont tels qui ont assuré la garde rapprochée du roi Guézo durant tout le temps, durant les 40 ans de son règne, en fait. Donc, il ne faudrait pas seulement qu'on se cantonne à un nom seulement francophone. Je pense qu'on a mis ce nom pour donner une envergure nationale à cette icône-là, mais il faudrait forcément y ajouter le nom fond, le nom originel, pour que l'histoire ne se perde.
pour que l'histoire ne se perde. Merci à vous, David Kofi Azad. Donc, à vous entendre, vous aurez préféré un autre nom de baptême. Mais non, pas un autre nom, cette œuvre a été réalisée pour célébrer, honorer la femme béninoise. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça que je dis le nom qui a été donné aujourd'hui à Amazon, c'est fédérateur. C'est-à-dire que c'est un nom fédérateur qui inclut toutes les femmes de notre nation, mais aussi pour célébrer la fierté que nous avons vis-à-vis de nos femmes, en quelque sorte. Donc, c'est un nom fédérateur. Mais je dis, à côté de ça, il faudrait qu'on ajoute, entre parenthèses, les Minon, les Agodjier, pour que l'originalité de l'histoire ne se perde au fil des années. Parce que seulement les Amazones, ça ne suffit pas. Les Amazones, c'est 3 grands compartiments. Il y a les sages-femmes, il y a les services secrets et il y a les guerriers. Il y a les guerrières. Alors, outre la place de l'Amazone, il y a également le monument aux dévoués qui a été inauguré par le président Patrice Talon samedi dernier. Pour vous, est-ce que cela symbolise véritablement l'initiative que le chef d'État a eue? Cela symbolise l'initiative, même s'il y a quelques touches qu'on peut apporter. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et déjà, c'est une justice rendue parce qu'on dit souvent chez nous, c'est-à-dire qu'un clan ne défend pas la tête d'un autre clan. Ce qu'on avait hier, c'était un monument qui était dévoué ou un monument dévolu aux Français, à l'envahisseur au fait. Donc, nous célébrons nos morts chez ceux qui les ont exécutés au fait. Donc, c'est tout comme si on célèbre la victime chez le bourreau. Donc, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, cette justice a été faite. C'est déjà un grand pas qu'on puisse célébrer nos morts à un endroit propre à nous-mêmes. Le lieu choisi. Le lieu choisi, une fois que c'est sur le territoire national, le problème ne se pose pas. Le lieu choisi importe peu en matière de défunts. En matière de mort. Parce que dans ces réalités-là, le temps et l'espace n'existent pas. On peut mettre ça au nord, ce n'est pas un problème. On peut mettre ça au centre, ce n'est pas un problème. Comme on l'a mis ici aussi, ce n'est pas un problème. Mais il faut dire que... Mais c'est sur un endroit qui a une histoire. Mathieu Kérékou est resté là. C'est sur un endroit qui a une histoire, mais c'est parce que là déjà, le lieu où ça a été érigé, c'est le lieu où une icône de notre nation, une haute personnalité de notre nation s'est dévouée pour la cause nationale. Quoi qu'on dise, quoi qu'on puisse reprocher au général Mathieu Kérékou, c'est un nationaliste. C'est parce qu'autour de lui, il y avait eu des gens qui n'ont pas partagé sa vision, mais qui sont avec lui et qui sont contre lui. C'était tout. Sinon, c'est un nationaliste. Moi, je pense que le lieu choisi est un lieu approprié. Quoi qu'on soit ce qu'on peut reprocher à tout ce qui s'est passé, c'est un lieu approprié pour réellement célébrer au-delà de Mathieu Kérékou, célébrer tous ceux-là qui ont défendu la cause nationale, qui ont été dévoués pour la nation, qui se sont sacrifiés pour la nation et dont on doit manifester une reconnaissance. Et aussi, ça donne de réconfort à ceux qui sont là aujourd'hui et qui défendent la nation et qui défendent des idéaux pour la nation, pour se dire, après moi, ou quand je ne serai pas là, je serai au moins honoré à tel endroit. De sorte que, même si on ne dit rien du tout, tous les défunts vont converger là. Mais j'aurais également souhaité qu'il y ait des rituels spécifiques, traditionnels, liés à nos différents clans, pour que tous les défunts s'y retrouvent effectivement. Mais ça, ce n'est pas de l'apanage du gouvernement, encore moins du président de la République, mais c'est purement un attribut des dignitaires, des hauts dignitaires et traditionnels. Alors, quand on parle de rituels spécifiques, qu'est-ce que vous y mettez réellement? Vous savez, quand en matière les défunts ne sont pas comme nous, et non c'est-à-dire qu'ils ne sont pas turbulents, ils ne sont pas en quelque sorte indélicats. Donc quand vous érigez quelque chose pour eux, il y a des rituels appropriés liés à chaque clan. Qu'on peut faire, des libations qu'on peut faire en ces lieux pour leur dire, vous tous qui avez sacrifié votre vie, vous tous qui avez été dévoués pour la cause nationale, retrouvez ici les honneurs de ceux qui sont vivants, de vos enfants que vous avez laissés. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui est fait là, tous les défunts convergent et reçoivent ces mêmes honneurs, ces mêmes libations. Et j'aurais préféré également qu'en prélude aux honneurs qu'on devrait leur apporter lors de la fête ou des fêtes nationales que nous allons célébrer dans les années à venir, qu'on invite au moins un homme et une femme, quoi qu'en soit leur origine,
pour faire une libation, pour invoquer les mânes de ces ancêtres-là sur ces lieux avec de l'eau et de boissons simples, ça suffit largement avant qu'on ne procède au dépôt de gerbes. Parce que déposer les gerbes là, de fleurs à ce niveau-là, ce n'est qu'une connotation occidentale. Nos défunts ne savent pas ce que c'est que les fleurs ou les gerbes de fleurs. On veut les honorer, nous sommes d'accord qu'on les honore pas en déposant des gerbes de fleurs et tout ça, mais il faudrait également faire ce qui est de notre lignée, ce qui est de notre nation, ce qui est de notre tradition, c'est-à-dire verser un peu d'eau par terre et verser un peu de boissons fortes et boissons sucrées par terre pour les honorer également. Je crois que ça va beaucoup plus contribuer à la paix, à la cohésion nationale et surtout à la stabilité de notre nation. Est-ce que vous ne voulez pas, par exemple, qu'on vous érige, pour vous, ceux du culte endogène, un monument aux morts à part ou vous? Non, on ne peut pas ériger un monument. C'est au même endroit que... On peut célébrer ça au même endroit. Ça ne laissera même pas de traces, c'est même pas salissant. C'est juste quelques gouttes d'eau. La pluie tombe là. Donc ça ne laisse pas de... C'est juste quelques gouttes d'eau qu'on verse par terre et on invoque ces esprits-là au fait des défunts. Donc nous, on n'a pas besoin, quand on érige pour les cultes endogènes, un monument aux morts où on va... Non, on n'a pas besoin. Ce qui est déjà fait au plan national, ça suffit largement. Quelque part sur la toile, il y a quelqu'un qui dans votre pensée, a estimé qu'il fallait peut-être appeler, vous, des religions endogènes, ceux de la religion musulmane, ceux de la religion catholique, pour qu'ensemble, cela se fasse en communion pour quand même partager ça aurait été l'idéal parce que nous avons plusieurs égrégores. Il y a l'égrégore traditionnel qui apparaît ici, il y a l'égrégore musulman, il y a l'égrégore chrétien, mais il y a l'égrégore également des évangéliques. Parce qu'il n'y a pas seulement que l'église catholique qui soit une église chrétienne, il y a d'autres églises de réveil qui se réclament d'églises chrétiennes. Donc, on peut appeler un pasteur, un christianiste céleste, un musulman, un imam, un homme de la tradition, ainsi de suite. Et chacun vient faire l'invocation selon son credo. Et là, ça regroupe toute la nation. Ça peut être fait la veille. Et le lendemain, on fait le dépôt de gerbes pour honorer nos morts. Peu importe. Mais il faudrait ajouter une connotation vraiment spirituelle pour que ça ait tout son sens au fait. Pour que ça a tout son sens. Alors, lorsqu'on vient à la célébration du 1er août, le jour même, c'est-à-dire le 1er août, le chef de l'État a procédé au dépôt de gerbes avant d'aller assister au défilé militaire. Vous avez assisté au défilé militaire, sur les images, on vous a vu. Alors, qu'est-ce que vous avez noté au cours de ce défilé de cette année-là que vous avez assisté, comparativement aux années antérieures? Comparativement aux années antérieures, je pense qu'on sent réellement que notre nation commence par s'émanciper. Commence à s'émanciper. D'abord, deux choses m'ont frappé du coup lors du défilé. D'abord, les défilés non motorisés, puis les défilés motorisés. J'ai vu que beaucoup de femmes sont davantage impliquées dans nos différentes unités militaires et paramilitaires. Et également, au niveau des défilés motorisés, j'ai remarqué des femmes à bord de grands engins, ce qu'on ne retrouvait pas hier, même dans un passé très récent. Donc je me dis, la femme commence par prendre une bonne place en matière de la gestion et également en matière d'intégration au niveau de nos unités militaires et paramilitaires. Je crois que c'est fortement à saluer. Mais aussi, il faut reconnaître qu'il y a un véritable, je dirais, orchestre, je veux dire, une harmonie qui se dégageait lors de chaque passage. On sent réellement. Moi, j'ai pratiquement eu les larmes aux yeux quand je voyais, j'écoutais certaines musiques de nos icônes culturelles telles que Sagohan, telles que Angélique Kidjo, et les pas bien cadencés, bien agencés, bien ordonnés de nos vaillants forces de l'ordre. Je me dis, le Bénin commence par se révéler effectivement. On sent réellement que le Bénin commence par sortir la tête de l'eau et que la fête démontre réellement de quoi nous commençons par être capables. Mais au-delà de tout ça, là, la présence des anciens présidents des institutions, y compris les anciens présidents Thomas Boniaï de la République, Thomas Boniaï, Nicéphore Soglo, à côté du président Patrice Talon, même si
on peut penser tout ce qu'on veut, mais je pense que c'est un signal fort que ces deux anciens présidents ont lancé à la nation et il faudra saisir cela. Et pour permettre à ce que l'environnement sociopolitique commence par être décrispé. On a remarqué également beaucoup d'opposants qui étaient présents en voilà, je préfère ne pas citer pour oblitérer certains. Bon, c'est vous qui le dites, mais on sent réellement qu'il y a une volonté manifeste d'aller, de converger, de concorde nationale. On sent ça. Moi, donc, je pense que le gouvernement a fait fort et aussi les membres de l'opposition ont également fait preuve d'humilité, ont également fait preuve de nationalisme, ont également fait preuve de hauteur. Ils ont pris de la hauteur par rapport à la situation et se sont dit, après tout, c'est notre nation, après tout, c'est notre pays, nous n'avons qu'un seul, mettons-nous ensemble, malgré nos différences, mettons-nous ensemble pour construire notre pays. Je crois que c'est un signal que la grande masse doit prendre en considération pour dire, inutile de nous déchirer, de nous entretuer en bas ici, parce qu'au bout du rouleau, nos dirigeants finissent toujours par s'entendre, ils finissent toujours par trouver un terrain d'entente malgré les difficultés politiques que nous avons aujourd'hui. Donc pour vous, c'était une très belle fête. Je pense et je crois et je certifie c'est une très belle fête. Historique surtout. Surtout parce que la cerise sur le gâteau, c'est le tableau artistique et culturel que nos jeunes filles ont présenté. Et je pense que ça a fait marrer tout le monde, mais ça donne la chair de poule à tout le monde. Et elles ont assuré, au fait. Ces Amazones-là, elles ont assuré. Et surtout, le petit détachement de filles qui avaient présenté l'hymne national enfant, je crois qu'il faut de temps en temps revenir sur ça pour que nos frères, nos compatriotes puissent comprendre réellement le message que véhicule l'hymne national de notre nation. Enfant, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus concis, c'est beaucoup plus compréhensible. Et je pense qu'il faut revenir sur ça. De temps en temps, les médias, vous avez un grand rôle à jouer. Passez ces messages-là en fond, l'hymne national en fond, ou dans d'autres langues de notre pays, pour que la grande masse puisse réellement comprendre le message fort que cela comporte réellement. Et là, ça va nous mettre résolument au travail, ça va nous mettre résolument sur le chemin du développement de notre nation. Et c'est très important. C'est ce que j'ai remarqué le 1er août. C'est très important ce que vous avez remarqué. Alors, comment vous avez trouvé le président Patrice Talon ce jour? Très serein, très rassurant, très confiant. C'est-à-dire que on sent en lui une certaine majesté. On sent en lui une certaine sérénité. Je dirais même qu'il a incarné le jour-là précisément. On a l'impression que ce sont nos rois qui se déplaçaient, que ce sont nos rois qui parlaient, que ce sont nos rois qui s'incarnaient en lui ce jour-là. Je parle de ce jour-là précisément. On sent qu'il dégage une certaine aisance, une certaine maturité, une certaine majesté. On sent que nos anciens vaillants, nos anciens défenseurs de la nation étaient avec lui ce jour-là précisément. Et comment vous avez trouvé l'ancien président Thomas Boni-Yayi? Ah oui, je l'ai trouvé. L'ancien président Soglo. Soglo, d'abord avec le poids de l'âge et se déplacer, et faire les marches jusque-là, je me dis, il y a une forte volonté d'accompagner notre nation. Thomas Boni-Yayi, je l'ai trouvé très rassurant, très serein également et très souriant. Et je l'ai trouvé décontracté et également fair play. Donc je pense que ça a commencé par porter, je crois, le dialogue entre cette triade-là. Je parle de la triade. Quand je parle de la triade, je parle de ces trois présidents, les deux anciens et l'actuel. Donc c'est une triade qui peut faire très fort. C'est une triade qui peut amener notre nation très loin. Et je pense qu'il faudra que la masse puisse les accompagner et accompagner cette dynamique-là qui est engagée de part et d'autre et soutenue par le président de la République. Alors cela envoie de belles images, de belles émotions outre nos frontières. Est-ce que vous pensez qu'il y a des actions encore qu'il faut mener pour davantage décrisper? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'actions qu'il faut encore mener. Je pense qu'il faut maintenir le cap. Et il faudrait également une certaine ouverture davantage de part et d'autre pour qu'on sente une certaine unité d'action au niveau de la triade présidentielle actuelle.
Et il faudrait également que cette triade présidentielle puisse davantage se voir afin de décortiquer les restes des situations au niveau de notre nation. Et là également, je veux parler des détenus qui sont encore là, qui sont sous procès également. Je veux parler des exilés. Je veux parler également de la situation sociopolitique de notre nation. Comment faire pour engager beaucoup plus davantage, échanger et engager beaucoup plus davantage de réformes pour le bien-être de la nation et pour unifier et réunifier notre nation et que chaque individu se sente réellement concerné par le travail qui se fait, la dynamique qui est mise en place, l'évolution, le développement de notre nation qui est mise en place, que chaque individu se sente concerné et que personne ne se dise nous avons été exclus ou on nous a exclus. Non, il faudrait que cette triade présidentielle s'accorde davantage pour que on se sente pratiquement à l'aise et que l'opprobre qui est jeté sur notre nation à l'extérieur par nos propres concitoyens, que cela soit dissipé et que nous puissions vivre la main dans la main et construire ensemble notre nation. Construire ensemble notre nation. Alors, vous êtes désormais acteur politique. Comment vous avez célébré au niveau de Mouel-Bénin cette fête de l'indépendance? Vous avez vu que c'est le bureau politique de Mouel-Bénin s'est déplacé tout ensemble, puisqu'on était tous à notre siège le jour-là même, déjà à 7 h du matin, pour coordonner les actions. Et ensemble, nous nous sommes portés sur la place du défilé. Et après ça, on s'est retrouvés encore au niveau de notre siège national pour célébrer à notre manière la fête, puisque le président Jacques Ayadji a offert un cocktail à tous les participants. Et même les retardataires qui n'ont pas pu rallier le rendez-vous du défilé, on s'est tous retrouvés, on a célébré la fête jusqu'en fin d'après-midi. Je pense que de cette manière, chaque regroupement politique, comme chaque structure étatique ou même civile, peuvent célébrer. Il faudrait que désormais, qu'on fasse de ce jour-là un jour de fête effectivement national et qu'au-delà de ce que l'État nous offre comme belle image au niveau du défilé militaire, paramilitaire et également civil, qu'on puisse se retrouver entre nous et festoyer. Festoyer, et j'aurais même voulu qu'à l'avenir, qu'il y ait un certain brassage politique, c'est-à-dire que les éléments de la mouvance et de l'opposition se retrouvent, se donnent rendez-vous à des lieux précis pour célébrer, pour manger ensemble, pour boire ensemble et célébrer. Parce qu'en fait, tout le monde veut du beau, du bien, du bon pour sa nation. Mais nous avons des langages qui sont complètement différents, où nous avons des approches de gestion qui sont différentes. Donc, en dehors de ça, tout le reste nous unit. La nation nous unit, la fraternité nous unit et également l'espace aussi nous unit. Donc, au-delà de tout ça, il faudrait que davantage qu'on puisse observer certains brassages inter-partis pour célébrer la fête. Et je pense que ce sera l'actif de notre nation et également du président actuel. Alors, vous êtes désormais acteur politique contre le monde politique aujourd'hui? Le monde politique aujourd'hui, déjà, dès que j'ai mis les pieds, j'ai compris que c'est un monde... dangereux? Non, dangereux, c'est beaucoup trop dit. Il faut être très agile dans ce monde? Pas tout à fait, mais je pense que c'est un monde qui a des insuffisances. Ces insuffisances se trouvent au niveau de la vertu morale. Et je pense qu'il y a une certaine volonté de beaucoup d'acteurs à vouloir changer les donnes. Parce qu'il ne faudrait pas que ceux qui nous dirigent soient perçus comme des menteurs. Ceux qui nous disent soient perçus comme des roublards, soient perçus comme des escrocs, soient perçus comme des siphons de deniers publics. Il faudrait qu'on puisse changer l'image d'homme politique. Parce que l'homme politique, sous d'autres cieux, sont des références au fait. Mais ici, ce n'est pas encore le cas. Et quand on voit un homme politique, c'est-à-dire voilà ceux qui volent les données publiques, voilà ceux qui nous mentent et ils nous disent toujours la même chose. Au bout du jour, on ne fait rien, on fait des promesses irréalisables et irréalisées. Et bon, je pense qu'il faut travailler dans ce sens. Le problème politique aujourd'hui, c'est un problème qui est au niveau de la vertu morale. C'est au niveau d'un moi qu'il faut travailler davantage pour que l'homme politique soit perçu désormais comme une référence, mais également un acteur qu'on peut suivre. Parce que nous sommes dans une société qui est essentiellement suiviste.
Et on suit ceux qui ont réussi, on suit ceux qui ont émergé, on suit ceux qui sont au devant de la scène. Or, ceux-là qui sont devant de la scène, on est convaincu qu'en milieu politique, ce sont des faux. Mais comment voulons-nous que ces faux-là soient suivis par la nation et que nous fabriquions davantage des faux pour la nation? Ça veut dire que nous voulons laisser à notre nation des gestionnaires faux, des politiciens faux. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler davantage. Mais là, la nation, la grande masse a un grand rôle à jouer. Parce que quand vous allez vers un homme politique et que vous échangez et qu'en retour ne vous tend pas un billet vert ou un billet marron, on n'est pas d'accord. On dit c'est un avare. Mais il va trouver ça. Le pouvoir de l'argent en politique. Le pouvoir de l'argent en politique. Il faudrait qu'on puisse sortir ça. Le président Patrice Talon, il travaille. Il travaille, mais ça ne suffit pas encore. Ça ne peut pas être son seul travail. Il faudrait que la grande masse y contribue. Parce que tant que la grande masse va toujours continuer par réclamer de l'argent aux hommes politiques, les hommes politiques vont trouver les moyens de siphonner le denier public et de leur donner. C'est ça le problème. Parce qu'ils ont besoin d'entretenir la base, l'électorat. Donc, en voulant ça, on ne rend pas service à soi-même parce que l'argent qui servirait à construire des hôpitaux, à faire des routes, à faire des écoles, c'est dans ça qu'on va siphonner et qu'on va vous donner. Ça veut dire que vous arriérez vous-même, vous n'arriérez pas le politicien. Parce que lui, quoi qu'on dise, il sortira toujours son épingle du jeu. Parce qu'il a forcément des indemnités qui sont là, il a forcément des salaires politiques qui sont énormes, qui sont là, il y a des avantages politiques qui sont là, il a la voiture de l'État qu'il utilise, un chauffeur de l'État, il a peut-être la sécurité de l'État et tout, mais vous n'avez rien. Mais le peu qu'on doit utiliser pour vos enfants, pour construire des écoles, des hôpitaux, vous réclamez cela. Et quand vous réclamez cela, il va vous le donner. Et s'il va vous donner, c'est qu'il retarde les constructions d'écoles, il retarde les constructions des routes et ainsi de suite, et des infrastructures socio-communautaires. Donc, à ce niveau-là, la grande masse a un grand rôle à jouer pour dire, nous ne voulons plus, nous voulons que vous travaillez davantage pour nous construire des hôpitaux, pour nous construire des routes, pour nous construire des infrastructures socio-communautaires. Donc, c'est à ce niveau-là. Seul Patrice Talon ne pourra pas. Il faudrait que la grande masse accompagne les chefs de l'État et accompagne les politiciens pour ne pas leur mettre la pression de leur sortir forcément de l'argent. Parce que l'argent qui est sorti vient de quelque part. Et l'homme politique ne produit pas de l'argent. Encore deux petites questions pour boucler cet entretien. Comment au niveau de Mouel Beneo, vous préparez les élections législatives? Ce qui est sûr, nous sommes en train de travailler profondément à divers niveaux. Mais également, nous travaillons davantage au niveau de la grande masse. Nous sommes beaucoup plus en contact avec la masse. Nous échangeons, nous partageons nos idéaux. Parce que Mouel Bénin, nous n'avons pas d'argent à partager. Et vous savez que celui qui a la tête, c'est un homme, quoi qu'on dise, très, très rigoureux et également très strict en matière d'orthodoxie et tout ça. Donc, on ne partage pas d'argent, mais nous allons en contact avec la grande masse tout le temps pour apporter, voilà ce que nous estimons. On a une feuille de route très claire, on a un programme législatif très clair, nous savons ce que nous allons faire et c'est ça nous partageons avec la grande masse. Donc, au niveau de Mouel Bénin, en toute sérénité, en toute confiance, nous évoluons, nous travaillons pour, dans la vérité surtout, nous travaillons pour notre parti et pour le Bénin. Alors, dernière question, David Kofi Azar, vous êtes président du Conseil national des cultes indiens du Bénin. Au niveau de ce Conseil national, est-ce que vous n'avez pas pris les dispositions pour la fête de l'indépendance? Nous avons pris la disposition, ils étaient fortement représentés. On était fortement représentés. C'est vrai que je me suis joint au bureau politique de mon parti pour être de l'autre côté où les partis politiques ont été installés. Mais il y a le secrétaire général du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, Ounogan Aina Riasoba, qui a conduit la délégation du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. On était près d'une soixantaine à faire le déplacement pour le défilé. Donc, à notre niveau, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que vous avez organisé pour la nation? La manifestation en dehors des manifestations officielles. Des manifestations officielles, nos dignitaires religieux se sont retrouvés dans les divers couvents. Il y a eu des activités au niveau de chaque département, mais également au niveau des grands couvents où ils se sont retrouvés. Malheureusement, en tant que président, je n'ai pas pu me joindre à eux pour célébrer cette fête cette année-ci. Et je pense que les années à venir, ça va être fait parce que mon parti politique m'obligerait. Voilà. Vous obligerez à être à l'Assemblée nationale? Je ne sais pas. Ça, c'est la décision du bureau politique. Si le bureau politique de mon parti décide que j'en suis digne, je porterai
l'étendard du parti et à l'Assemblée, il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs le souhait du CONASEB. C'est le souhait du CONASEB. Merci à vous, David Kofi Aza. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que notre invité a fait savoir que la série sur le gâteau de cette célébration des 62 ans de l'indépendance du Bénin, c'est l'inauguration des grands monuments et des places publiques. Il a fait savoir que pour cette fête 2022, toutes les tendances politiques ont participé activement à la fête. Pour lui, Bioguera est un jeune prince qui a beaucoup fait dans le cadre de la résistance impérialiste. Pour lui, c'est le symbole de la résistance béninoise et africaine. Pour lui, cette statue de Bioguera a sa place là où elle était érigée. La beauté de l'œuvre est unanime parlant de la statue de Bioguera et celle de l'Amazone. Pour lui, Patrice Talon est à l'écoute de la nation. L'histoire des Amazones du royaume de Dahomey a été exposé au cours de cette émission ce dimanche. Il a fait un zoom sur la reine Tassirangbe. Pour lui, il aurait préféré que cette statue soit baptisée Tassirangbe, Agodié ou Minon. Il a argumenté dans ce sens, mais il a fait savoir que le nom Amazone est fédérateur. Parlant du monument aux dévoués, pour lui, l'initiative est belle, qui vient rétablir restaurer une justice qui devait avoir lieu. Pour lui, le lieu choisi est approprié. Il souhaite que des rituels spécifiques soient effectués afin que véritablement cela se fasse conformément à nos valeurs cultuelles et culturelles. Il invite à convier ainsi à des libations lors de la célébration de l'indépendance, car pour lui, le dépôt de gerbes est une importation, cela a une connotation occidentale. Il faut donner une connotation spirituelle, a martelé David Kofi Aza au cours de cette émission. Parlons de la célébration elle-même, le 1er août 2022, pour lui, on a senti que le Bénin s'émancipe. Beaucoup de femmes sont de plus en plus impliquées dans les grandes tâches de nos unités paramilitaires et militaires. Il était épris d'émotion avec la fanfare de l'armée de terre et celle de la police républicaine qui n'essaie que de plonger dans les méandres de son glorieux béninois et qui ont véritablement une histoire assez symbolique. Il a salué la présence des anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo, qui pour lui représente un signal fort. Les membres de l'opposition ont fait preuve d'humilité, de nationalisme pour David Kofi Aza. Pour lui, c'était une fête historique. Les jeunes filles qui ont clôturé ce défilé militaire avec un beau tableau artistique. Pour lui, ces filles ont assuré et pour lui, il invite les médias à propager davantage l'hymne national en langue locale, notamment en langue fongbe. Pour lui, ce jour, Patrice Talon était serein et confiant. Boniaï, quant à lui, était décontracté et souriant. Il a salué la volonté de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo qui, malgré le poids de l'âge, a effectué le déplacement pour venir suivre le défilé. Il était même le samedi lors de l'inauguration de certaines places publiques. Pour lui, il faut maintenir le cap ainsi pour que la situation sociopolitique soit totalement décrispée. Yahi, Soglo, Talon doivent travailler à cela selon David Kofi Aza. Pour lui, la célébration de la fête de l'indépendance doit être un moment où toutes les tendances politiques doivent davantage connaître un brassage pour que véritablement les divergences politiques existentielles puissent être mises de côté pour véritablement célébrer l'unité nationale autour de la fête nationale. Il souhaite davantage de concorde autour de la fête nationale. Il a partagé avec nous sa perception du monde politique. Il a dit comment au niveau de Mouel Bénin, il prépare les élections législatives et en fin d'émission interrogé sur la contribution du CONASEB, du Conseil national des cultes endogènes du Bénin à la fête de l'indépendance. Il a fait savoir que d'abord ils étaient représentés au niveau de la fête nationale, notamment au défilé, et que des activités ont été menées dans les différents couvents pour appeler la paix et la bénédiction sur le Bénin. J'espère que j'ai été un peu récapitulatif. C'est bon. Merci à vous, David Kofi Aza. Je rappelle que vous êtes désormais acteur politique, vous êtes prêtre phare, vous êtes militant du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Vous êtes président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a reçu ce dimanche. Merci à vous et à un autre dimanche, c'est ça? Merci David Kofi Aza. Merci à vous, chers amis internautes, et à demain lundi pour Free Matin.